accompagne avec dévouement les femmes immigrantes de l'Outaouais et leurs familles, valorisant l'intégration, l'entraide, l'épanouissement et le vivre ensemble. Notre mission est d'ouvrir des voies nouvelles à des femmes immigrantes de tous les âges à travers des services et des activités innovantes, peu importe leurs besoins et le niveau de leur courbe d'adaptation. Ensemble, nous créons des voies nouvelles, donnant la parole à celles qui façonnent un avenir riche en diversité et en inclusion. Nous célébrons nos réussites passées et nous tournons vers l'avenir avec notre nouveau slogan « Vers de nouvelles voies ». Rejoignez-nous dans cette aventure car chaque voix compte. L'AFIO, ensemble, pour un avenir plein de nouvelles opportunités et de nouvelles voies. Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être là ce soir ici à l'Espace DEP Sylvestre, à notre public ici au DEP, puis les gens qui nous écoutent à la maison. Donc, ce soir, on est là pour accueillir les gens de l'organisme communautaire Accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais. Alors, sans plus tarder, je vous présente nos 3 panélistes. Je commence avec Marianne Diatta, ici à ma gauche. Il y a Aïcha Koné, juste là, et il y a Célestine Kikar, qui vont être nos panélistes. Alors, on vient de voir la vidéo là, de 1 minute qui célèbre, si j'ai bien compris, les 40 ans de l'AFIO. Donc, si vous avez le goût de nous parler de votre organisme, la mission, les services, la clientèle, pour qu'on en apprenne davantage là, sur votre organisme communautaire. L'AFIO, comme on dit, c'est l'accompagnement des femmes immigrantes de l'Outaouais. C'est un organisme devenu incontournable, qui existe maintenant depuis 40 ans, qui aide à la pleine intégration de la femme immigrante. C'est sûr, on parle de femmes, mais quand nous, la femme, on la place au milieu de nos interventions, mais on accueille aussi bien les hommes et les enfants. Donc, on centre sur la famille. Toutes nos interventions sont toujours centrées sur la famille. Donc, nos services sont variés. Ils se sont développés au courant des 40 ans. Donc, nous suivons vraiment la courbe d'adaptation de la femme. Depuis son entrée dans le pays, nous la suivons, nous l'accompagnons à travers les différents obstacles. Et une femme peut rentrer, on devient son repère pour différentes raisons. Et ensuite, on l'accompagne jusqu'à ce que nous avons des femmes nous avons des services et nous avons des activités et des projets où c'est des femmes entrepreneurs, c'est des femmes qui sont arrivées vraiment comme à une certaine échelle au niveau de leur courbe d'adaptation. Donc, des entrepreneurs, des femmes qui sont directrices, des gestionnaires. Et c'est ces mêmes femmes-là, c'est ça la beauté de l'AFIO. Toutes les personnes qui travaillent à l'AFIO sont des personnes qui ont bénéficié de ces services et qui ont voulu redonner d'une autre manière, qui ont tendu la main. C'est vraiment une chaîne de solidarité que nous créons autour des femmes. Donc, je vais peut-être passer le micro à Marianne, qui est chargée de projet. Moi, personnellement, je suis chargée de projet, mais je m'occupe principalement de la division ou du département violence conjugale. Mon rôle consiste à accueillir la femme qui vit des violences conjugales parce que, je le répète souvent, une femme immigrante qui vit de la violence conjugale, elle a beaucoup plus d'obstacles à surmonter par rapport à une autre femme. Il y a ce que la communauté pense, il y a tous les obstacles par rapport à la langue, les barrages de tout ce elle avait, l'éducation, ce qu'elle avait en grandissant, toutes les valeurs. Puis ici, il faut complètement changer, on fait pratiquement un 360 sur, non, ici c'est différent. Et je le dis, une des phrases que j'aime dire, c'est une femme immigrante qui sort de la violence conjugale, elle va souvent devenir une paria. Elle va être mise au bord de la communauté, par sa propre communauté. Alors qu'ici, souvent, une femme, quand elle sort, « Oh oui, power to the girl, t'es bonne. » Mais les femmes immigrantes, c'est une réalité différente. Donc, elles vont être isolées, les enfants vont être isolés. Donc, nous, on est là pour l'accompagner, pour qu'elle puisse s'en sortir. On a aussi des projets, bien sûr, que nous mettons en place, comme de la prévention. On donne des ateliers dans les écoles pour aider les personnes, parce que ce qui est
une des grandes réussites de la FIO, c'est que maintenant, on va dans les cours à l'université. Nous avons comme, on nous invite pour pouvoir donner une partie sur l'intervention interculturelle, surtout en technique de travail social, ce qui n'existait pas avant. Avant, il n'y avait pas d'intervention interculturelle, ça n'existait pas. Donc maintenant, on vient apprendre aux futurs intervenants comment intervenir quand vous avez une clientèle immigrante. Parce que c'est là, la démographie le montre. Nous avons des écoles où il y a plus d'immigrants maintenant que de personnes québécoises de souche. 14% de la population à Gatineau, c'est la population immigrante. Donc, et ça va grandir. Donc, il faut qu'on implique, il faut qu'on puisse inclure ça dans ce qu'on appelle le vivre ensemble. Donc, je vais passer à Marianne qui va parler de certains autres projets que nous avons. Alors, moi, c'est Marianne. Donc, je remercie ma collègue Aïcha. Donc, moi, je suis chargée de projet à la FIO. Je m'occupe du volet interculturel. Mais j'ai également eu à travailler dans la francisation. Donc, j'étais chargée de projet en francisation. Donc, ça, c'est juste pour dire qu'on accompagne les femmes dans plusieurs sens. Donc, on a des femmes immigrantes qui arrivent ici, qui ne parlent pas français. Donc, nous, on les accompagne à apprendre le français, donc prendre des cours en francisation avec le ministère le MIFI. On a également des projets comme le jumelage interculturel. Donc, là, dans ce sens-là, c'est qu'on veut vraiment aider la femme à s'intégrer dans la société d'accueil. Donc, au Québec, puis ça consiste à jumeler une femme immigrante à une femme de la société d'accueil. Donc, elles vont partager leurs expériences, elles vont partager leur parcours. Puis, ça va également leur permettre de briser l'isolement. Donc, et dans ça, ce qu'on fait, c'est on apprend à la femme immigrante à voir le Québec, à voir les gens d'ici d'une autre façon, mais aussi à permettre aux gens de la société d'accueil d'enlever les préjugés qu'ils peuvent avoir sur les immigrants. Comme quoi? Comme quels préjugés on peut avoir? Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Là, je n'ai pas d'exemple en tête. Est-ce que tu en aurais, Aïcha? Il y a beaucoup de préjugés, ce qu'on appelle les biais, les préjugés ou les biais inconscients. C'est, je vais donner, toutes les femmes voilées, elles sont soumises et puis elles n'osent pas, elles sont juste bonnes à rester à la maison puis à dire oui, oui, oui. Non, c'est pas vrai, au contraire. Il y a certains biais, dès qu'on parle de l'islam, ça veut dire ça. Donc, en partageant les expériences, en disant, non, au fait, chez nous, c'est comme ça. Les gens, moi, je dis toujours, quand les gens ont tout ce qui est discrimination, racisme, c'est parce que les personnes ne comprennent pas, ne connaissent pas c'est quoi l'autre. Donc, et nous aussi, on a des biais. Je vous dis, en tant qu'immigrants, on dit, oh my God, il y a beaucoup de personnes, quand ils arrivent, ils disent, dès que tu vas venir ici, tout de suite, ils vont vouloir te prendre ton enfant. Non, c'est pas ça. Tout de suite, ils vont... dès que tu arrives ici, on veut complètement te changer. Non, c'est pas ça. Adapter, ça veut pas dire complètement laisser sa culture. On a un bagage, mais il faut aussi, on se rend compte, c'est une négociation. L'approche interculturelle, c'est une négociation entre les deux cultures. Et chacun, moi, je suis intervenante, et quand j'interviens dans une famille, aussi bien québécoise qu'une famille immigrante, j'ai mon bagage, j'ai mes biais, mais j'en prends considération, j'en laisse une partie de côté parce que tu ne peux pas laisser tes valeurs, ça c'est une chose. Mais j'essaie de comprendre l'autre et puis de dire, OK, lui c'est comme ça qu'il voit, j'essaie de porter ses lunettes pour voir de quelle façon lui il voit les choses. Et c'est comme ça qu'on réussit une intégration selon moi. C'est un sujet qui me parle, qui me touche. Moi, je suis membre d'une communauté africaine. Là. Je suis la seule blanche dans cette communauté-là, donc je suis en immersion presque totale. Fait que je pense qu'il faut en parler ouvertement, là, des préjugés.
parce que on se connaît pas, tu sais, je connais pas vos pays, ils sont complètement différents. Je connais pas d'où vous arrivez. Puis moi, si j'allais chez vous, fait que, tu sais, il faut arriver là à se parler ouvertement. Fait que je suis contente de vous en parler là. Des préjugés, c'est sûr qu'il y en a, mais il y a comme un malaise à oser le dire. Puis là, je me dis, en t'écoutant, ça passe bien, tu sais, c'est toi qui le dis, mais moi, je serais un petit peu gênée de dire, ah oui, moi, mon préjugé, c'est, par exemple, je sais pas, sont peut-être plus patriarcales. Certaines communautés, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Tu parlais de violence conjugale, là, je me suis dit, oh mon Dieu, est-ce que la prévalence de la violence conjugale, est-ce qu'il y en a autant au Québec? Parce que c'est pas déclaré, hein? Est-ce que c'est la même pas la quantité, mais c'est-tu la même prévalence? Fait que c'est ça. Fait que je pense que je trouve que c'est un sujet intéressant sur lequel on peut développer, là, si vous avez des pistes de réflexion là-dessus. Moi, je trouve qu'il faut baser toutes les questions. Moi, j'aime quand on pose des questions. Je préfère qu'on pose des questions plutôt qu'on se taise et puis que là, ça rumine. Tout doit être basé sur la bienveillance. Comme quand les gens me posent des questions, « Ah, ben... Est-ce qu'en Afrique, vous vivez toujours dans des cabanes à côté du lion? » OK, tu connais pas? Je vais te dire comment on vit en Afrique. Et puis là, les gens font comme, « Ah oui, OK, oui, c'est comme ça qu'on vit. » Mais moi, ça m'amuse parce que j'ai dit, ben, OK, j'ai un rôle aussi à éduquer. Donc, il ne faut pas avoir peur de poser des questions et c'est comme ça qu'on brise les barrières. Notre rôle aussi en tant qu'organisme, et on le fait, par exemple, je donne un exemple, la police de Gatineau. La police de Gatineau, on donne souvent des ateliers là-bas parce qu'ils disent, ben, ils veulent se rapprocher de la communauté, ils disent comment on peut faire pour se rapprocher. Donc, on organise des cafés-rencontres, ils viennent, ils disent qu'est-ce qui vous dérange? Qu'est-ce qui vous rendrait plus à l'aise? Parce que oui, chez nous, dans certains pays, la police, c'est un non-non. Quand ils sont tous des corrompus et puis là, là, là. Mais ici, voir la police venir, échanger, jouer au basket avec les jeunes, c'est une autre vision. Et donc, eux, ils nous posent toutes sortes de questions. Puis, on le fait toujours dans la bienveillance. C'est drôle et on apprend l'un de l'autre. C'est ça qu'il faut. Il faut toujours, toutes nos interventions, encore une fois, on essaie de comprendre l'autre. On veut se comprendre. On est toujours dans un aspect de bienveillance et de compréhension. Et c'est de là que tout part. Donc, je pense que c'est ça. Nos cafés-rencontres, on a des activités, on a un gros festival qui s'en vient, Joie de vivre, parce que, et pour nous, c'est important qu'on veut faire connaître nos cultures. Souvent, les gens disent « Oh, t'es africaine !» Oui, mais c'est juste qu'en Afrique, on est 52 pays là, puis on n'a pas la même culture, au contraire. Des fois, ça peut être à l'opposé. Et quand on explique, quand les gens voient, oh mon Dieu, on a tout un bagage, c'est une richesse. La diversité, pour moi, c'est une richesse, c'est un plus qu'on apporte. C'est sûr que ça doit être structuré. C'est sûr qu'en ce moment, on entend beaucoup de polémiques, beaucoup de choses par rapport à l'immigration et autres. Mais juste essayer de voir le côté positif, et c'est une grande richesse, et c'est immense tout ce que ça peut amener. Tout à fait. Mais c'est ça, il faut les multiplier, ces occasions de rencontres, d'échanges interculturels. Donc là, tu parlais là, de ce festival Joie de vivre, les cafés-rencontres. Est-ce que nous, là, la population générale, si on veut s'impliquer, aller à votre rencontre pour qu'il y ait une vraie intégration mutuelle, comment on fait pour participer, pour s'impliquer, pour favoriser cette intégration-là? Puis, si je dis ça, c'est qu'il y a peut-être un biais. Est-ce qu'il y a intégration ou pas? Est-ce que... Je vais te reposer la question, c'est quoi l'intégration pour toi? Bien, qu'il y a vraiment une vie communautaire mutuelle où, tu sais, qu'on n'est pas en vase clos. Que je ne sais pas, les Africains ou les immigrants, peu importe le pays qu'ils viennent, qui ne vont pas juste... moi, c'est peut-être un biais, je me dis, ils s'en vont-tu dans une communauté? Donc là, tous les Congolais se ramassent avec les Congolais, où il y a vraiment une mixité, là, puis un vrai interculturalisme, là. Oui. Tu veux que je réponde? Non, vas-y. Oui,
le modèle d'intégration qu'on aimerait, celui de l'intégration réussite. Pour moi, il n'y a pas une intégration réussite. Ça fait 23 ans que je suis là, puis je ne me considère pas vraiment intégrée. Pourtant, ma fille, elle est super intégrée, elle parle québécois, quand elle dit des tabarnak, et puis elle dit lolo. Puis je pourrais aussi parler québécois quand je veux, quand ça, souvent ça ressort et tout. Est-ce que je suis intégrée? Certains diraient que oui, certains diraient que non. Mais pourtant, tu sais, je vais à la cabane à sucre, je m'en vais au 4 jeudis tous les jeudis, je m'en vais manger mes wings les jeudis soirs, sauf que là, je suis là. Mais peut-être que je suis intégrée ou peut-être que je ne le suis pas. Ça dépend de quel aspect on regarde. Mais ça ne peut pas rentrer... Il n'y a pas un modèle parfait d'intégration. Puis, il n'y a pas un rythme. Il n'y a pas un temps, un laps de temps. Je trouve que chacun va à son rythme. Et si tous les Congolais ou toutes les communautés se gardent, ça, c'est, on reste dans peut-être une sorte de marginalisation, ce qu'on ne veut pas. On veut que l'intégration parfaite, c'est comme tu gardes un peu de chez toi, mais tu es capable de fonctionner, tu es capable de quand même être dans le système et puis que tu ne sois pas marginalisé de ton côté. C'est très important. Et ça passe par les enfants, par les activités. C'est pour ça qu'on a les cabanes à sucre pour regardez, il y a tellement... Immigrer, c'est pas... Les gens qui immigrent, il faut comprendre, ils veulent le meilleur pour eux et souvent pour leurs enfants. Donc, il faut juste leur montrer que... Et souvent, s'ils ne font pas beaucoup d'activités, c'est parce qu'ils ont peur. Est-ce qu'on va nous regarder bizarre? Donc, nous, on est là pour dire non, tu sais, comme c'est correct, là, vas-y, là, comme viens, regarde comment c'est le fun. C'est quoi la cabane à sucre? Moi, je n'étais jamais partie à une cabane à sucre. Et c'est quand je suis partie, je suis comme, oh my God, c'est bien le fun. Mais on me disait, ben la cabane à sucre, tu vas aller, tu vas c'est comme dans le Far West. Non, c'est pas vrai. Mais il faut y aller. Il faut avoir ce coup de pouce-là. Donc, nous, on est là pour donner ce coup de pouce-là pour que les gens découvrent autre chose. Et avec les enfants, c'est toujours plus facile. Les gens qui sont d'un autre pays, d'abord, pourquoi ils choisissent le Québec? Oui, ça fait partie du Canada, mais au Québec, on a une identité culturelle forte. On se prend pour un pays alors qu'on ne l'est pas. Ben, en tout cas, je dis je vais dire ça. Je me demande si pour vous, probablement, vous êtes plus une identité québécoise ou canadienne, mais avant ça, si on imagine qu'on est dans le pays d'origine, qu'est-ce qui fait qu'à l'origine, je décide que, oui, tu en as parlé un peu, je veux partir de chez moi, je veux une meilleure qualité de vie, mais il y a plein de places où on peut aller. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit le Québec versus le Canada, versus les États-Unis, versus d'autres pays dans le monde, là? Puis j'ajoute, quand on fait ce choix, est-ce que j'ai de la famille déjà qui m'attend ou j'arrive toute seule au monde, là, parce que ce n'est pas la même réalité quand une famille, ma famille, mon oncle, ma tante m'accueille versus je suis vraiment toute seule, je suis réfugiée, demandeur d'asile. On n'est pas dans les mêmes réalités, là. Puis là, on est plus dans une histoire de parcours migratoire, puis éventuellement, tu sais, qu'est-ce qui nous a conduit à la FIO, là, pour vivre cette expérience-là. Donc, toi, Marianne, tu as le goût de répondre. Donc, pour ça, moi, je dirais, en premier lieu, c'est vraiment la langue. Pour le Québec, ça serait la langue parce que dans nos pays comme au Sénégal, nous, on parle français. Ce que beaucoup de gens d'ici que j'ai rencontrés ne savent pas. Comme quand ils nous entendent parler, ils sont comme « Ah, tu parles bien français. Comment ça se fait? » C'est ça, bon, je dirais ma langue maternelle, c'est le Wolof, mais la langue, je sais pas comment, académique, c'est ça, c'est le français. Donc, au Sénégal, on parle français. Donc, en premier lieu, ça serait vraiment la langue qui a fait qu'on ait choisi le Québec pour venir étudier ici. Puis je dirais, moi, par exemple, dans mon cas, j'ai choisi le Québec aussi parce que j'avais déjà de la famille. J'avais ma sœur qui était là pour ses études. Elle ne l'a pas choisi, par exemple. C'est juste que mes parents, comme ils voulaient qu'elle aille découvrir un autre pays autre que... Parce qu'auparavant, c'était vraiment la France qui était comme à la mode, on va dire, entre guillemets. Mais eux, ils ont voulu qu'elle aille découvrir un autre pays comme autre que la France, les États-Unis, parce qu'on savait qu'il y avait beaucoup d'immigrants qui s'en allaient là-bas. Fait ils ont choisi comme de l'amener au Canada, au Québec. Puis elle, par exemple, elle est arrivée ici, mais il n'y avait personne pour l'accueillir. On va dire, on avait comme un grand
parents qui étaient vraiment lointains, qu'il a juste accueilli à l'aéroport, qu'il a mis dans l'autobus puis qu'il a laissé partir à Sherbrooke. Elle est descendue, c'était en plein hiver, elle était seule. Elle était déboussolée, comme je dirais comme pour tous les immigrants là, en arrivant ici. Fait il y a déjà ce choc-là, comme d'arriver au Québec, tu es seule, tu dois t'intégrer, apprendre à vivre dans un pays qui est nouveau. Mais c'est ça. Donc, pour son cas, elle, ça a été comme ça. Mais pour moi, c'est parce que j'avais déjà ma sœur qui était là. Donc, on est venu avec mon frère, puis on a choisi de rester au Québec parce qu'il y avait la langue, même si on a quand même une barrière, dans le sens où j'arrivais en classe, je me souviens que pour la première session, moi, je suis arrivée en janvier, je dirais pour toute la session d'hiver, je ne comprenais pas ce que le prof disait. L'accent. J'étais là, je participais, mais j'étais en classe, je suivais, mais je ne comprenais pas. Des fois, je voyais les étudiants rire, puis j'étais comme « Ah, il a dit quelque chose de drôle ». Je ne comprenais rien du tout. Mais c'est au fur et à mesure qu'on apprend à... Enfin, je pense que c'est juste l'adaptation. On s'adapte à la société. Donc, c'est ce que je pourrais dire pour mon cas. Tu as mentionné le choc culturel, hein? Fait qu'on n'est pas dans le même climat. Ta sœur, elle arrive en plein hiver, ça, c'est difficile. Puis même si on est supposé parler la même langue, c'est vrai qu'on ne se comprend pas, là. Moi, quand je suis avec mes amis africains, j'ai de la misère à comprendre leur sonorité. Puis je me reconnais dans ce que tu dis. Ils rient, puis je n'ai pas compris l'accent. Puis c'est ça, fait que c'est pas facile, mais quoi d'autre fait partie là, du choc culturel quand, dans votre expérience ou ceux que vous accompagnez à la FIO, qu'est-ce qui fait partie là, de ce fameux choc culturel qu'on entend, là? Il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, dépendamment de... Moi, mon premier choc, c'était le temps aussi. Je suis arrivée un 21 janvier, puis moi, je suis venue pour les études. On a choisi pour moi. C'est pas moi qui ai choisi. Moi, je voulais aller en France. Puis mon père a dit, non, tu t'en vas au Canada parce que c'est ainsi. J'ai dit, OK, d'accord. Fait que je suis arrivée un 21 janvier, puis il y avait une tempête. Et je pense que j'ai fait 2 semaines, je ne voulais pas sortir de la maison. J'étais enfermée, je ne voulais rien savoir. Deuxième choc, je vais au magasin pour faire des emplettes, les taxes. Je n'avais pas compris que j'étais comme, mais ce n'était pas ça qui était écrit. Puis là, tu t'en vas à la caisse. J'étais comme, OK, je ne comprends pas. Il y a tellement de choses. Et oui, la langue aussi. Comme moi, j'étais à Moncton d'abord, au Nouveau-Brunswick. Puis là-bas, c'est le chiac. Fait que je comprenais moi aussi rien, puis je comprenais pas. Puis c'est là tu t'isoles parce que tu te dis, ben, peut-être que je suis différente. Je veux pas montrer aux autres que je comprends pas. C'est toute une acclimatisation. Maintenant, ça fait 23 ans et je peux dire, je vis encore des chocs culturels parce que ma fille, elle est âgée. La première fois qu'elle est partie, elle avait 14 ans. Je suis sa maman. Je vais chez le médecin dit, ben, est-ce que tu veux que ta mère sorte? Là, j'étais comme, pardon, monsieur, moi, je ne sors pas, je suis sa mère. Il dit, oui, elle a 14 ans, elle peut décider. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Fait que c'est toutes les valeurs. Et ma fille, elle est née, grandie ici. Elle, c'est une Québécoise de souche. Elle me dit, ben, quand tu lui dis, elle dit, je suis québécoise. Je suis comme, non, tu n'es pas québécoise. Si, je suis québécoise. Pour elle, dans sa tête, elle est québécoise. Fait qu'on a un choc des valeurs. Souvent, elle et moi, oh, c'est ma vie. Moi, c'est non, tu es dans ma maison, c'est pas ta vie, c'est ma vie tant que tu ne vas pas te marier. Parce que moi aussi, j'ai mon bagage. Fait que je suis toujours en négociation avec elle. Et c'est un choc parce qu'elle a ses valeurs d'ici. Et moi, j'ai mes valeurs de là, même si c'est pour ça que je dis souvent, je ne suis pas aussi intégrée. Mes collègues, souvent, ils se moquent de moi. J'ai dit, ben, pour moi, un enfant, c'est moi qui ai cette autorité-là, même si elle a 19 ans. Tant qu'elle n'est pas partie se marier ou qu'elle n'est pas sortie de la maison, c'est mon bébé et je décide, mais ce n'est pas ça. Fait que c'est une adaptation continuelle. Comme j'ai dit, c'est pour ça que ça fait 23 ans, mais là, à chaque étape, je dois réapprendre de la manière ici, comment elle voit, parce qu'elle voit cette manière-là, pas comment moi je vois. Fait que une des choses aussi que je voudrais mentionner, c'est que, et je le dis souvent, je dis, moi, je suis là, mais des fois, c'est difficile parce que ici, ce n'est pas chez moi, mais je retourne en Afrique maintenant, ce n'est plus chez moi. Quand je rentre maintenant en vacances chez moi, je suis comme l'invité.
tout le monde sait que, parce que là, j'ai comme un petit accent, les gens disent, oh, tu parles français, tu sais, comme, quand j'ai des expressions, ils se sont dit, de quoi tu parles? C'est comme, mon père, il me dit, mais tu sais, tu es au Canada, mais tu parles pas bien français. On dirait que ton français, il s'est modifié parce que je parle le français d'ici. Et puis, j'ai dit, mais chez nous, c'est là, quand je dis, oh, pas pire. Tu sais, c'est quoi, pas pire? C'est comme, que parle français. Tu sais, mon père, souvent, ça le choque, là, tu sais. Et où je dis des là, puis, tu sais, mon père, souvent, il va juste pas me répondre, il va être comme, parle français, puis là, je te comprends pas. J'ai dit, mais si, je parle français. Il dit, non, tu parles, c'est modifié. Fait que là, je rentre chez moi, je suis plus chez moi du tout, parce que là, on voit vraiment que je suis différente. Puis là, je viens ici, je suis pas totalement chez moi aussi. Donc, on est comme dans un no man's land. Et c'est difficile, tu es tout le temps tiraillé. Puis, ça crée aussi un isolement en tant que tel, parce que j'ai l'impression de ne plus avoir de repères. Et c'est difficile, des fois, vivre avec ça. J'allais dire, je me disais, le mot est sûrement trop fort, perte d'identité, tu sais. Je suis pas chez moi là-bas ni ici. Par contre, ta fille, elle est d'ici, elle, puis elle revendique son identité québécoise. Est-ce qu'elle adhère aussi à la culture de ton pays? Est-ce qu'elle le constate comme son pays aussi? Ou, Pendant la semaine internationale à l'école, là, pendant une semaine, dans l'année, oui, elle va revendiquer, ouais, avec son drapeau. Quand même, parce qu'elle va voir comme... C'est le moment de montrer que tu es différent. Il y a une fierté. Mais après, non, elle veut juste appartenir quelque part. Fait qu'elle va se mouler. Et souvent, je lui dis, oui, mais tu sais... Et elle est partie en vacances, elle est revenue. Mais quand tu lui dis, t'es quoi? La première réponse, c'est que je suis canadienne, je suis québécoise. Puis souvent, et ça m'est arrivé d'être frustrée parce que on lui a posé la question. Ah oui, non, mais elle est revenue frustrée de la maison. Elle me dit, mais il y a quelqu'un qui m'a posé la question, oui, mais t'es d'où? Elle dit, ben, je suis d'ici, je suis née, grandie ici. Non, mais tu viens d'où d'origine? Elle était frustrée, puis elle est venue à la maison. J'ai dit, oui, mais là, je dis, ben, tu vois, c'est là que tu dois dire, tu viens d'eux? Elle dit, non, je viens pas là-bas, je suis pas née là-bas, je suis allée là-bas 2 fois en 19 ans. Fait que je la comprends, elle aussi, des fois, elle va avoir cette perte d'identité-là, parce que, venant de moi, donc... c'est un peu difficile, mais encore une fois, ça vient des deux. Moi, je trouve que le vivre ensemble, c'est un effort des deux communautés à réussir. C'est nous qui allons faire que ça va réussir et qu'on ne va pas ressortir ces différences-là. Tantôt, tu parlais d'intervention interculturelle, puis on est là-dedans. Tu sais, comment on interagit avec l'autre? Parce que je ne le sais pas si tu es né ici ou pas, avec ton accent. Tu sais, fait que c'est dur de comment on aborde ça. Moi-même, je suis dans le domaine de l'intervention, puis j'ai trouvé des façons de le dire, mais je trouve ça... j'aimerais ça qu'il n'y ait pas de malaise, parce que j'ai toujours peur d'offenser, d'offusquer. Est-ce que ma question... Puis j'ai appris, parce que je l'ai faite, cette erreur-là. Donc, je dis plus « tu viens d'où? » Fait que là, je vais plutôt... C'est ma communauté africaine qui m'ont enseigné, parce que je les regarde, puis j'apprends. Mais eux, c'est toujours « Ah, ben tu viens de quel pays? » Tu sais, fait que là, ils sont contents, peu importe le pays. Donc, mais en même temps, si je dis de quel pays tu viens, ça sous-tend que tu n'es pas ici. Fait que c'est pas si simple, là, comme... Il ne faut pas se cacher la face. Là. On le sait que je viens pas. Je ne suis pas d'origine, tu sais, mais moi, ça me fait... Moi, personnellement, tu viens de quel pays? Ah, je vais dire, ben, je viens de tel pays. C'est sûr que... Parce que mais moi, je suis immigrante. Ma fille... Ça la choque. Puis j'ai dit, ben, elle dit, non, toi, tu es immigrante, moi, je ne suis pas immigrante. Elle me l'a dit. Elle me dit, non, toi, tu es une immigrante, moi, je ne suis pas immigrante. Fait qu'elle, ça la choque quand on lui demande, elle vient de quel pays? J'ai comme, mais c'est la réalité. Comment on l'adresse? Des fois, marcher sur des œufs, ça crée plus de frustration. Moi, je fais comme, il faut être direct. Puis les gens, ils vont faire des erreurs, puis encore une fois, c'est la bienveillance. C'est pas parce que tu me demandes pas ça, parce que, et je lui dis, la personne ne te demande pas ça parce que peut-être qu'elle est méchante ou elle veut t'exclure, elle veut juste comprendre, elle veut juste savoir, te connaître, et c'est correct. Oui. Il faut que nous aussi, on accepte ça. Parce que c'est
fascinant qu'on ne vienne pas des mêmes pays. Fait que moi, je veux qu'il n'y ait pas de barrière. Puis te dire, hey, toi, tu viens d'où? Qu'est-ce qui t'amène ici? Qu'est-ce qui fait que... je veux savoir ton histoire de vie. On est très amis, le DEP, avec la communauté musulmane, OK? On a fait plusieurs activités avec eux. Puis il y en a eu une fantastique qui parlait des mythes, des préjugés. Fait que là, on avait le droit de poser toutes les questions. Le voile était enlevé. Fait que tout ce malaise de marcher sur des œufs, des préjugés, on permettait là, de dialoguer, mais ça reste qu'il y a quand même un malaise, que c'est pas évident, puis que c'est dommage parce qu'on est tous des humains. Ceci étant dit, il y avait quelque chose que moi, je me demandais, tu sais, là, on ne reconnaît pas les diplômes, OK? Dans le temps, il y a quelques années, ou je ne sais pas combien longtemps, on voyait beaucoup d'immigrants qui arrivaient et, surprise, malédiction, les diplômes ne sont pas reconnus, puis ils ne le savaient pas. Fait que là, il fallait vivre le choc de cette réalité qui est tragique, parce que moi, je me disais, comment un pays peut ne pas prévenir ces gens-là, puis qui ne font pas un choix éclairé? Puis j'ai toujours suivi ça de près parce que je me dis, il y a quelque chose d'injuste, il y a quelque chose de malhonnête. Puis je vois que les nouvelles générations de nouveaux arrivants, qui, eux, le savent d'avance. Fait qu'au moins, il y a quelque chose qui est juste, qui est équitable, mais je sens que, bien, c'est fort le mot, mais qu'on a menti là, à toute une génération. Là. Je ne sais pas si je suis dans l'erreur là, de penser ça. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Je pense, ben, ça dépend du cursus, au fait. Par exemple, dans mon pays, dans certains pays, c'est beaucoup le système colonial, le système français. Moi, j'ai étudié dans un système français qui est différent du système nord-américain. Donc, c'est sûr qu'il y a des personnes qui ont fait l'université. Par exemple, nous, on n'a pas le cégep. C'est comme un peu en Ontario. On a 12 années, puis pas de cégep, puis tu t'en vas à l'université. Donc, quand moi, je suis arrivée, j'avais un baccalauréat. Sauf que le baccalauréat, ce n'est pas la même chose que le baccalauréat. Et ça, quand je dis, ben, j'ai un baccalauréat, chez nous, le baccalauréat, c'est quand tu termines ton secondaire. Ah. C'est ça, le baccalauréat. Oh. Et quand je suis venue ici directement à l'université. Mais ici, ce n'est pas la même chose que le baccalauréat où c'est après ton cursus universitaire. Donc, il faut adapter. C'est pour ça que maintenant, il y a comme tout un ministère pour faire l'étude comparative des diplômes. C'est sûr que c'est payant, mais au moins, on peut juger à quel niveau. C'est sûr que des fois, ils jugent toujours à la baisse, donc tu perds des années, mais au moins, tu repars pas de zéro. C'est ça qui est important. Parce que oui, on a eu, par exemple, des personnes qui étaient médecins, oui. Et puis ils viennent ici, tu sais, on lui dit, oh, dans ton diplôme, il vaut 0. C'est ça, c'est quand même, j'étais comme, oui, tu as fait 10 ans, puis on te dit que c'est 0, puis on te dit, ben, tu peux être préposé aux bénéficiaires. C'est sûr qu'on a un problème. Mais je pense que c'est en train de changer petit à petit, mais c'est sûr qu'il y a des personnes qui sont arrivées puis qui ont dû recommencer. Je connais des médecins de famille, ils ont dû recommencer de zéro, devenir des infirmiers, et c'est sûr que ça donne un coût, et souvent, ils n'ont pas l'argent parce que ça coûte extrêmement cher. Il faut recommencer quand tu viens, peut-être que tu es avec ta famille, tu n'as pas le temps ou tu n'as pas l'argent pour pouvoir recommencer tes études à zéro. Donc, c'est comme c'est des rêves qui sont détruits comme ça alors que tu es venu pour améliorer ta situation. Mais c'est des choses qu'il faut qu'on prenne en charge. Et nous, justement, on est ça. Quand la personne arrive, et ça, c'est depuis, on a des programmes de pré-départ. Avant que la personne arrive, on s'assoit et dit, voilà la réalité ici. OK? Voilà ce que tu dois faire avant d'arriver ici pour ne pas avoir certaines surprises. Ça fait partie de certains de nos services qu'on appelle le pré-départ. C'est très important d'éduquer, et de plus en plus, on est en train de faire pression sur le ministère. On dit il faut qu'on instruise et on éduque les personnes avant qu'elles arrivent à l'aéroport, et puis que là, c'est le choc. C'est vraiment... Oh, je ne savais pas ci, je ne savais pas ça. C'est pas vrai que quand tu arrives au Canada, on va te donner de l'argent et tu vas... l'argent, ça ne sort pas des arbres. Non. C'est comme, voilà tout le cursus que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire pour pouvoir être éligible. Il y a des droits, des responsabilités. Donc, c'est très important. Souvent, il y a ce manque d'éducation là, même pour les étudiants. En ce moment, on a un gros problème avec les étudiants. Les universités ici passent leur temps à envoyer des admissions, mais ils ne disent pas, mais ça te prend 25 000, 35 000 pour pouvoir étudier. Fait que là, ils arrivent,
Ah ben je ne savais pas, on m'a dit que je pouvais travailler et puis payer mes études. Non, ce n'est pas vrai parce que tu ne peux pas payer 10 000 $ et puis travailler temps plein. Tu ne peux même pas travailler temps plein. Tu as un nombre limité. Donc nous, notre travail... Oui, effectivement, c'est exactement, mais nous, on a une responsabilité de s'éduquer avant d'arriver ici. Je trouve que c'est très important. Donc, nous, notre travail, c'est vraiment éduquer avant que les gens arrivent. Et si il y en a qui tombent à travers les filets, ben, ici, on fait des cafés-rencontres. Il n'y a pas longtemps, on a eu un café-rencontre pour les étudiants pour leur dire, voilà vos responsabilités en tant qu'étudiant, voilà ce que vous devez faire. Vos papiers doivent être à jour, voilà comment il faut les renouveler pour ne pas tomber dans la précarité ou bien dans des statuts implicites. C'est très important. Donc, on essaie, c'est pas parfait, mais on essaie, c'est en train de s'améliorer. Puis, ce programme de pré-arrivée au Québec, pré-départ, comment ils font pour rentrer en contact avec la FIO via les pays du monde d'où ils sont? Là, comment vous faites pour, excusez-moi l'expression, reach out, là, qui vous connaissent, parce que là, vous êtes en contact avec eux avant qu'ils arrivent au pays. Fait comment ils découvrent la FIO, ces gens-là? Oui, donc pour ce programme, on est en partenariat avec le MIFI, donc le ministère de l'Immigration, Francisation et Intégration. Puis eux, ils ont des agents d'aide à l'immigration ou à l'intégration. À l'intégration. Donc, c'est eux qui vont aller chercher ces personnes-là. Parce que, dans le fond, je vais vous expliquer un peu le processus. C'est que la personne qui veut venir étudier au Québec, elle va faire sa demande d'admission à l'université. Puis après qu'elle ait reçu ça, elle va faire une demande de certificat d'acceptation du Québec. Donc ça, c'est l'autorisation que le Québec lui donne pour qu'elle puisse venir étudier au Québec, avant d'avoir le permis d'études qui est au niveau du Canada. Donc, dès que cette personne-là aura fait sa demande de certification d'acceptation du Québec, elle sera contactée par un agent du Québec. Donc, cet agent-là va mettre cette personne en contact avec la FIO. Puis c'est comme ça que nous allons faire le travail en arrière pour lui donner les informations qu'il doit savoir avant de venir au Canada. Wow! Ils vous connaissent avant d'arriver, puis ces agents-là d'immigration, c'est ça, ils vous les présentent parce qu'ils sont de la région, là, parce qu'il y a d'autres AFIO, ils s'appellent autre chose dans d'autres régions du Québec, mais ceux qui sont de la région, ils rentrent en contact avec vous. Et de là-bas, font la réflexion pour s'assurer qu'ils sont prêts, là. Puis vous êtes à quelque part une communauté d'accueil pour eux. Puis la plupart, est-ce qu'ils arrivent sans famille, sans connaissance, puis que vous êtes la seule personne, en considérant que c'est une personne, la FIO contact pour eux, ou la plupart, ils connaissent du monde avant d'arriver? Bon, je dirais, il y en a qui connaissent du personne avant d'arriver, mais comme moi, j'ai déjà travaillé dans ce projet-là, de pré-départ, puis j'en ai reçu qui connaissaient personne, qui n'avaient même pas où loger. Puis ils nous demandaient à nous de chercher un logement pour eux, ce qui est difficile de là-bas. Donc, il y en a qui arrivent comme sans connaître des gens ici. Il y en a d'autres qui ont, de la famille. Donc, c'est ça. Nous, on va jouer on va les informer parce que dans certains cas, on ne peut pas vraiment les aider, comme pour trouver un logement où il faut un garant. Fait que c'est comme des responsabilités que la FIO ne peut pas prendre. Donc, c'est ça. Quand les personnes immigrantes y arrivent, est-ce qu'ils ont déjà un travail ou est-ce qu'ils vivent de leurs économies ou est-ce qu'ils arrivent à trouver un travail rapidement? Comment ça marche, là, la situation financière? S'ils connaissent personne, d'accord, il faut qu'ils se trouvent un logement. Comme tu dis, il n'y a pas de garant, il n'y a pas de référence, mais financièrement, là, ils arrivent avec leurs économies, je présume, parce qu'il n'y a pas un travail qui les attend à leur arrivée, j'imagine. Ça dépend dans quel type d'immigration. Il y a différents types d'immigration. En immigration, il y a 220 catégories. Chaque catégorie vient avec ses droits et ses responsabilités. Si tu viens en tant que travailleur qualifié, ça se peut que tu aies déjà sécurisé un travail. Si tu viens en tant qu'étudiant, tu es supposé avoir on demande toujours d'avoir au moins 6 mois d'argent dans ton compte pour pouvoir démarrer. Surtout si tu as des enfants et autres. Si tu viens en tant que résident permanent, il y a des programmes. Le ministère de l'Immigration subventionne, le pré-départ, c'est subventionné par le ministère de l'Immigration. Il nous donne de l'argent pour ces programmes-là.
Si tu viens en tant que demandeur d'asile, parrainé par le gouvernement, il y a l'APO, qui est Accueil Parrainage Outaouais. Eux, ils sont spécialisés. Eux, le ministère leur donne de l'argent pour aller chercher les personnes dès l'aéroport, les amener ici, les intégrer, les aider, les suivre pendant 1 année jusqu'à ce qu'ils puissent démarrer. Donc, il y a différents programmes. Chaque programme est différent et chaque programme. Donc, il y a des personnes qui arrivent à dire, ils ne rentrent pas dans ce que nous, ils ne qualifient pas pour que nous puissions les suivre. On va quand même leur donner des références pour dire, toi, va ici, parce que ça dépend de ton programme. Donc, comme j'ai dit, il y a tellement de programmes, chaque programme est différent. Si on regarde justement la clientèle qui est éligible à la FIO, OK? Puis déjà, c'est la femme immigrante qui a le droit à vos services et non l'homme. Alors, je suis curieuse de savoir pourquoi ce choix-là a été fait. Pourquoi c'est pas l'accompagnement des immigrants outaouais, mais c'est vraiment la femme immigrante. Puis j'entendais dans votre présentation que, tu sais, la famille, donc le conjoint, est considéré par la banque, il y a comme une implication, mais c'est quand même la femme qui est mise à l'honneur. Fait que là, c'est quel genre de femme arrive à la FIO? Elle a-tu un mari? Elle a-tu des enfants? De quel pays elle arrive? Puis, règle générale, sous quel statut? Y a-tu un portrait? Il ne doit pas avoir un portrait type, mais il y a peut-être des catégories. Si on peut nous parler un peu de plus spécifiquement votre clientèle, si on peut l'appeler comme ça. C'est ça qui fait la beauté de la FIO, ça vient de partout. Ça vient de partout. C'est les tendances, au fait. Oui. C'est vraiment des tendances selon la géopolitique. Okay. Quand il y a eu la guerre en Syrie, nous avons reçu en masse. Quand il y a eu la guerre en Ukraine, elle a commencé, nous recevions beaucoup d'Ukrainiens. Et le MIFI est au courant, donc là, ils vont donner des subventions, ils vont nous dire... Donc, nous, on doit tout le temps se mettre au courant de ce qui se passe, ce qui se passe au niveau du monde. Quand il y a eu le tremblement de terre en Haïti, on a reçu une vague. Même chose pour le génocide au Rwanda, on en a reçu. Donc, nous, on le voit. En ce moment, on reçoit beaucoup de personnes qui viennent du Cameroun. Et là, on se pose, OK, qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a des ouvertures de programmes un peu partout. Donc, il n'y a pas un immigrant type. Ça vient de partout. Maintenant, la femme, on accueille les hommes aussi. Il y a des hommes qui s'en viennent tout seuls sans femme. Ah oui, ils viennent et puis on va leur donner les services aussi. C'est sûr que nous, nos membres privilèges, c'est les femmes. On veut, comme je dis, la femme est toujours placée au cœur de nos interventions parce qu'on se dit, chez nous, on veut qu'elle soit le pilier, on veut lui donner cette force-là. C'est elle qui va porter la famille sur le dos, mais il y a des hommes comme... on n'est pas... sexiste, là, non, c'est comme, il y a des hommes qui viennent, et souvent, je dois le répéter parce que je suis déjà partie dans des classes de francisation pour parler de nos services, et puis les hommes étaient comme, c'est vous qui poussez les femmes à être indépendantes, à nous laisser. Non, on n'est pas là pour ça. On ne pousse personne à... au contraire, nous, on est là justement pour, quand l'immigration va bien, quand le processus d'immigration va bien, je te jure que la famille va mieux se porter. Quand le processus d'immigration va mal, le stress et tout ça, ça pèse sur les couples. Donc, nous, on est là pour faciliter tout ça. À un bon point, tu sais, le couple, c'est une aventure difficile, peu importe où on se trouve dans la planète, mais rajoute un stresseur. J'immigra, je connais pas la culture, le climat, je comprends mal la langue, j'ai pas de travail, puis on a de la difficulté. Donc, c'est sûr que les tensions là sont plus fortes, puis que là, justement, on peut avoir des situations d'escalade, là, que des disputes deviennent plus intenses, puis qu'on peut aller jusqu'à la violence conjugale. Peut-être tu pourrais nous en parler un peu. Est-ce que cette violence conjugale que les femmes vivent, dont tu es témoin dans ton accompagnement, elle était-tu antérieure au processus migratoire dans le pays d'origine ou ça s'est développé ici ou... Peut-être qu'il peut y avoir des prémices. C'est ça que je me dis. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais les cultures sont tellement différentes que peut-être ce qui est permis là, ici, va être comme un non. Tu sais, comme ici, quand tu veux parler, puis que ton mari est comme, écoute-moi. Ici, ça passe un peu mieux. Mais ici, ça passe pas beaucoup. Mais souvent, mon rôle va être d'éduquer l'homme aussi pour lui dire, OK. Tu
Tu sais, ici, là, ça passe pas. Ici, les hommes vont pas comprendre pourquoi la femme, c'est les allocations. Ça peut être petit comme des allocations. On a eu des couples qui ont éclaté juste à cause des allocations parce que le monsieur, il ne comprenait pas pourquoi les allocations allaient à la femme. Puis là, c'était les grosses chicanes parce qu'il dit oui, mais pourquoi moi, je n'ai pas accès? Parce que ici, les allocations vont plus à la femme parce qu'on se dit que c'est elle qui va. Mais le monsieur, il voyait ça comme on lui enlevait cette autorité-là, qui pour lui, c'était important. Il y a beaucoup d'hommes, quand ils vont venir ici, ils vont penser qu'on leur enlève toutes sortes d'autorités. C'est comme une partie de leur masculinité va être enlevée, alors que c'est pas ça. Ici, c'est comme, non, voilà les règles, voilà comment ça se passe. Et on le fait, on a des démarches, on a des séances d'information qui s'appellent première démarche d'installation, et on le nomme. Ici, voilà comment ça se passe. C'est pas ta femme qui se rebelle, quoi. C'est la loi. C'est comme ça que c'est supposé passer. Et des fois, ça passe bien. Il faut juste comprendre. Et nous aussi, en tant qu'intervenants, je le disais à la Terre les intervenants qui viennent ici, moi j'ai eu à leur dire, OK, quand vous allez dans une famille et puis vous voyez que le monsieur, il vous salue pas, par exemple, il vous donne pas la main, tu sais, ne vous choquez pas. Peut-être que chez lui, c'est ainsi, mais c'est pas parce qu'il pense que vous êtes moins que lui ou bien que vous... C'est peut-être que c'est comme ça chez lui. Il faut lui poser la question. Il faut aussi que nous aussi, on puisse regarder. Les gens, ils ont tout un bagage. Nous, on voit juste le type de l'iceberg, mais il y a tout ce qu'il y a en bas. Donc, il faut aussi qu'on puisse... J'ai déjà dit à une intervenante, elle dit, je suis allée dans une famille, le monsieur, il ne m'adressait pas la parole, il m'a à peine regardé dans les yeux, il ne voulait rien. Et puis, je me suis sentie très mal à l'aise, puis... Sûrement qu'il y a de la violence conjugale. J'ai dit, OK, comment tu étais habillée? Ah, j'étais en mini-jupe et tout. J'ai dit, oui, mais sa femme, est-ce qu'elle voulait? Elle me dit oui. J'ai dit, peut-être qu'il ne voulait pas te regarder parce que pour lui, tu n'étais pas habillée comme, tu sais, que tu étais à moitié. Fait que pour lui, c'était juste peut-être gênant pour lui. Fait qu'il ne voulait pas te regarder dans les yeux. C'est pas parce qu'il pensait que tu étais moins que lui ou bien qu'il voulait te minimiser. Il faut que nous aussi, on puisse s'adapter. Donc, et moi aussi, je dois m'adapter. Je suis immigrante, mais quand je vais dans une famille colombienne, c'est différent. Quand je vais dans une famille tanzanienne, dans une famille congolaise, ça va être différent. On a tous des mœurs et des habitudes différentes. Donc, il faut qu'on s'adapte. Qu'on soit immigrant ou pas, moi, je trouve qu'on est tous dans le monde évolue tellement qu'il faut qu'on s'adapte d'une manière ou d'une autre. On ne va pas agir de la même manière quand on va aux États-Unis, qui est tout près, là, qui sont comme frères et sœurs, mais c'est la même chose. Si, a priori, on choisit le Québec parce qu'on parle français, alors la question de francisation, y en a-tu qui ont besoin de francisation? Si la plupart choisissent parce qu'ils pensent, en tout cas, ils parlent le français, là. Fait que si on parle de ça, est-ce que la plupart des immigrants là, parlent français? Et sinon, c'est quoi là, les programmes de francisation? Qu'est-ce qui est disponible là, pour les aider à apprendre le français? Donc, je dirais comme ça serait vraiment plus pour les étudiants qui vont choisir le Québec, parce qu'en général, on va dire ils parlent français. Mais comme ma collègue l'a dit, en fonction de la situation de leur pays, comme de la situation du monde, on peut avoir comme des réfugiés qui vont arriver, comme les Ukrainiens. Eux, ils ne parlaient pas français, la plupart. Donc, ces genres de personnes-là ont besoin d'avoir des cours en francisation. Puis, par rapport au programme, ça, c'est le ministère qui va le définir. Donc, c'est eux qui vont comme définir, OK, cette personne-là va aller en classe, elle va vraiment apprendre comme à partir comme... ils vont vraiment apprendre le B à bas, comme l'alphabet, la grammaire, l'orthographe. C'est vraiment comme pour leur... je ne sais pas comment leur dire, mais c'est ça. Il y a 12 niveaux. Non, vas-y. Il y a 12 niveaux de francisation. Donc, le premier niveau, c'est comment dire bonjour, après, c'est comment entretenir une conversation. Donc, on monte de grade selon les sessions. Et il ne faut pas oublier aussi la francisation. Les gens qui vont en francisation, ils ont une allocation. Donc, tu vas à l'école, le gouvernement va te donner une allocation pour subvenir à tes besoins, pour peut-être mettre l'enfant à la garderie et tout, pendant que tu apprends le français. Le français est un outil. Il faut considérer le français comme un outil d'intégration. Quand tu apprends le français, tu peux te promener, tu peux aller au marché, tu peux avoir un travail. C'est une réalité. C'est pour ça que c'est important. Et nous, on met l'accent dessus. Voilà les bénéfices à apprendre. On ne veut pas obliger personne, mais
À Ottawa, c'est l'anglais. Les gens vont de la même manière que la francisation ici. Donc, nous, on dit c'est un début, c'est une porte d'entrée. Tu apprends le français, ben, tu peux aider ton enfant à faire les devoirs. Tu peux aller chercher un travail. Tu peux comprendre ce qu'on dit. C'est très important. Donc, et ça permet de briser l'isolement. Oui. Donc, c'est pour ça qu'on pousse les personnes à aller, le gouvernement, puis nous aussi, on facilite ça. Nous, on a nos cours de français, on inscrit les personnes, mais il y a les cours de français que la FIO offre qui sont à temps partiel. Donc, on aide. Donc, c'est pour ça qu'on capote. Là, j'utilise un terme très québécois. On capote quand le gouvernement dit qu'il va couper les classes de francisation. Je dis, ben, on ne peut pas couper ces classes-là parce que c'est ça qui permet aux gens de pouvoir mieux s'intégrer. On ne peut pas demander aux personnes de mieux s'intégrer si on coupe c'est un peu contradictoire. Exactement, c'est la base de l'intégration. Et de l'autonomie. Si je ne parle pas la langue, je ne peux pas m'intégrer socialement, financièrement. Mais là, je comprends qu'il y a des classes de francisation, ça se donne. Puis là, vous offrez quoi? Puis toi, Célestine, tu as créé un projet de francisation qui va naître là, au dépanneur le 30 avril. Donc, peut-être que je pourrais te laisser nous parler de ça parce que c'est grâce à Célestine qu'on a la belle soirée de ce soir puis qu'on fait la rencontre de la FIO parce que c'est Célestine qui est stagiaire en technique de travail social au Collège universel, qui est stagiaire ici au DEP, qui a organisé cette soirée, mais elle a eu l'initiative en plus de créer un atelier de francisation, on va le dire comme ça? Oui. Ah ben, je vais te laisser prendre le micro pour nous parler de ton projet naissant, là. Merci pour la parole. En fait, moi, justement, c'est la FIO qui m'a inspiré ces projets-là de mettre en place un groupe de discussion en français que j'ai appelé les cafés rencontres du français. C'est en fait un groupe, un atelier, on va dire, un peu informel, bien qu'on va suivre, on aura une programmation et tout. C'est vraiment, les buts, c'est vraiment d'offrir un volet pratique à des personnes qui apprennent le français, donc des personnes qui suivent des cours de francisation. D'ailleurs, hier et avant-hier, j'étais au cours de francisation de la FIO et j'ai présenté le groupe Les Cafés Rencontres du français aux apprenants et aux apprenantes et je les ai invités à s'y inscrire parce qu'ils ont comme 3 heures de cours de théorie de français. Et moi, là, je venais leur offrir 1h30, comme la moitié, au fait, de temps qu'ils font en théorie, mais des pratiques. Ça va permettre à ce qu'ils sortent, au fait, de ces cadres-là théoriques, de venir ici, à l'espace d'Eb Sylvestre, où on veut offrir aussi une place à tout le monde, et où ils pourront discuter en français pour pouvoir améliorer, au fait, leur expression, leur compréhension. S'il y a de choses à pouvoir éclairer, on va le faire. Moi, je serai là pour les accompagner parce que moi, j'aime ça, au fait, partager le français. Et puis, je me dis, c'est vraiment un outil d'intégration, comme vous l'avez dit tantôt. Et puis, un outil d'autonomisation aussi. Donc, pour moi, c'est vraiment ce que je peux offrir là. Et puis, je vais les accompagner. Déjà, la FIO les fait merveilleusement bien, mais moi, je veux aussi les appuyer, au fait. Et puis accompagner ces personnes-là à travers nos séances, les discussions. Ce sera vraiment beaucoup de pratiques, beaucoup des mises en situation, par exemple, des simulations de quelqu'un qui va faire l'épicerie, de quelqu'un qui veut apprendre à connaître une autre, parler des sujets variés tels que les voyages, c'est où que tu aimerais aller, ou décrire-nous un endroit où tu voudrais être. Donc tout ça, ça va vraiment permettre de pratiquer vraiment le français tout en brisant son isolement, en partageant son expérience avec les autres. Ça va aussi créer un réseau de soutien entre ces personnes-là. Ça va aussi faire en sorte qu'ils ne puissent pas se sentir comme, comment je vais dire, comme isolé dans la mesure où il va se dire, voilà, moi j'apprends le français, il y a aussi
je cite n'importe quoi, Lina qui apprend le français, il y a aussi Paul qui apprend le français, donc ça veut dire que je ne suis pas seule dans cette situation. Donc ça va un peu, je vais dire, comme banaliser la situation, parce que ce n'est pas vraiment facile, tu arrives, et puis là, moi, j'ai rencontré, ce n'était pas comme des petites personnes, c'était vraiment des grandes personnes, et puis là, ils apprennent le français, ils commencent vraiment au niveau débutant, niveau intermédiaire et tout. Moi, je trouve vraiment c'est très courageux de leur part. Je leur dis vraiment, waouh, moi, vraiment, je suis comme vraiment éblouie par ce que vous faites. Là, vous êtes vraiment courageuse, d'autant plus que les Français, là, on ne va pas se mentir, ce n'est pas une langue facile à apprendre. Donc, je trouve que leur parcours est vraiment merveilleux et moi, j'aimerais les accompagner autant que je peux à travers ce groupe de discussion en français que je vais mettre en place ici au DEP. Et nous allons commencer nos séances. C'était prévu pour les 30, mais quand j'ai rencontré les apprenants et les apprenantes hier, ils m'ont donné leur disponibilité et ça faisait que ça tombait beaucoup jeudi. Alors, j'ai ajusté les affaires et tout. Et là, on va partir plutôt pour les jeudis. Donc, on va commencer les 1er mai. On va avoir notre première séance. Et puis, on va fonctionner sur base de 8 séances par chaque session. Je travaille avec entre 6 et 8 personnes. Et puis, après le 8 séances qui constituent une session, on pourra prendre un autre groupe de personnes. On va acheminer comme ça. Bien que je vais terminer mon stage bientôt, dans 2 semaines, mais je vais continuer avec ça à titre bénévole. En même temps, je suis un pied dans les DEP et un pied dans la FIO, et puis j'accompagne les personnes dans ces projets-là. Voilà. Donc, le bassin de gens qui vont apprendre le français, ils viennent tous de la FIO ou tu vas aller chercher dans d'autres milieux pour faire connaître là, ce magnifique projet-là? Pour les débuts, en fait, je suis vraiment avec la FIO et je pense vraiment que la FIO, c'est vraiment un grand partenaire dans ces projets parce que depuis le départ, vraiment, j'ai eu beaucoup de soutien de la part des intervenantes au niveau de la FIO. Là, j'ai eu Madame Chunmei et puis Madame Michelle Makoko qui m'ont vraiment beaucoup encouragée sur cette voie. Donc, c'est pourquoi j'ai privilégié vraiment la FIO par rapport à ces projets. Mais c'est ouvert vraiment à tout le monde. Je peux aller aussi chercher d'autres personnes, d'autres organismes, comme par exemple la Maison de l'Amitié, j'en avais parlé aussi. Et il y a la Cordo, Gabriela, qui me soutient aussi depuis le début dans ces projets-là. Et je vais partager aussi tout, l'affiche, les programmes et tout, elle est au courant de tout. Donc, on peut chercher tout le monde. Mais même si les personnes privilégiées, c'est la FIO, mais on peut chercher tout le monde qui apprend les français, qui peut venir se joindre à nous dans ces cadres-là. Là, donc, c'est toi, bien, comme si tu as 8 personnes, tu as besoin de gens avec toi pour parler. J'imagine, as-tu besoin de gens pour participer? Comme par exemple, moi, je pourrais-tu être utile? Est-ce que je pourrais venir à je participe, je pratique mon français, puis là, ben, je suis la personne avec qui les gens vont venir pratiquer leur français. Là. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Ça aussi, c'est, je pense, l'une des idées, ça pourrait intervenir parmi des séances, qu'on fasse venir des personnes qui parlent déjà couramment le français, qui vont venir converser avec ceux ou celles qui apprennent et qui font partie du groupe. Mais vraiment, dans la logique des choses, c'est que je veux vraiment que ce soit les personnes qui apprennent le français, qui puissent comme se parler entre elles, qu'elles se parlent entre elles, parce que je pense que le fait d'être dans le groupe, ça va faire en sorte qu'ils tissent des liens, qu'ils se sentent en sécurité avec ces personnes-là, donc qu'ils se parlent entre elles. Et puis, dans l'éventualité qu'ils puissent se sentir assez libre de parler aussi à d'autres personnes. Parce que quand on apprend la langue, ce qui nous retient, en fait, c'est le fait que si je parlais, est-ce que je vais gaffer, est-ce que je vais bien parler et tout. Mais si on les met des gens en confiance, en petits groupes, moi, je pense que ça va vraiment leur donner des ailes pour pouvoir vraiment, voilà, aller parler à d'autres personnes et plus avoir peur vraiment. Donc, cet espace sécuritaire qu'on va essayer de créer tous ensemble, sans jugement, un espace vraiment inclusif, parce qu'on
on veut n'importe qui vienne de n'importe où, ça va vraiment les amener au fait à pouvoir parler sans gêne plus tard, à pouvoir s'exprimer ouvertement, librement et avec confiance. Un peu comme la facilitatrice du groupe, tu vas faire des diades, des duos. Et là, tu suscites une conversation, puis là, ils se pratiquent. Mais ce que je trouve de toute beauté, c'est que ça se fasse au dépanneur. Puis quand j'ai lu votre mission à la FIO, ça parlait briser l'isolement. C'est exactement la même mission que le DEP, le Vivre ensemble. Donc, je me dis, je trouvais ça tellement beau qu'on avait la même mission, puis que là, il y a des croisements entre les organismes communautaires. Puis, tu sais, vous êtes comme une maison, une terre d'accueil pour eux. Et le DEP, c'est ça qu'on veut être pour les gens qui viennent aussi. Fait qu'une fois qu'ils découvrent cet espace, ça leur fait une deuxième maison. Puis ici, s'ils n'ont pas beaucoup de vocabulaire, il y a une cuisine. Fait que là, dire avec des signes de couper des carottes, des oignons, bien, j'apprends mon vocabulaire, puis j'ai des occasions de pratiquer encore plus mon français, de m'intégrer, de faire des amis, de m'occuper, parce que là, je ne suis pas chez moi juste stressée à me trouver un travail ou me préoccuper si je vais avoir mon statut ou je sors, je rencontre des gens, fait que c'est vraiment un projet qui est lumineux. Je suis vraiment, vraiment contente. J'avais hâte là, que tu accouches de ce projet. Puis c'est encore plus beau dans ce mariage avec la FIO. Puis je ne sais pas où ça va aller. Puis c'est fantastique que malgré la fin de ton stage, tu sais, que tu vas continuer à rester bénévole. Puis c'est ça que je souhaite depuis le début, parce que je pense sincèrement que tu es une personne exceptionnelle. Puis je ne veux pas te perdre. Alors, ben voilà, je regarde ça un petit peu. Je me disais, tu sais, il serait peut-être intéressant d'entendre parler des parcours migratoires. Puis on pourrait terminer là-dessus parce que moi, je suis toujours intéressée de savoir l'histoire de vie des gens. Puis c'est écoute attentive, c'est le but de ces soirées qui existent depuis plusieurs années au dépanneur, c'est de témoigner de son histoire de vie, puis c'est jamais confortable, mais en même temps, c'est une façon d'honorer les gens, parce qu'on n'a pas beaucoup d'occasions de venir raconter là, ce parcours. Fait que si vous êtes à l'aise, là, tu sais, de nous dire c'est quoi votre pays d'origine, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé là, de partir de chez vous, de choisir le Québec, puis là, vous avez fini par être intervenante là, à la FIO, là, puis j'ai bien compris que c'est que vous avez été bénéficiaire des services au début, puis qu'est-ce qui fait que finalement, vous avez décidé que ce soit votre travail ou que, voilà. Fait que si vous êtes à l'aise, là, c'est sûr qu'il n'y a pas là, d'obligation. Là. Est-ce qu'il y en a une qui a le goût là, de nous faire son partage? Bien, mon témoignage, c'est un parmi d'autres. Puis il y a eu des exemples beaucoup plus exemplaires d'intégration, de personnes qui ont vraiment, à travers des obstacles, et j'en vois tous les jours dans mon travail, je vois des personnes qui ont surmonté des obstacles pas possibles, et puis ils ont des parcours impressionnants et inspirants. Moi, je suis venue au Canada pour étudier, donc je suis arrivée quand j'avais une vingtaine d'années, là, et j'ai étudié. Ce qui m'a sauvée, justement, c'est être dans les associations, être impliquée. C'est ça qui a fait que j'ai survécu à certains hivers, être dans les associations à l'université. Ça a commencé là. Ma passion pour... j'étais supposée faire droit. Puis là, j'ai complètement fait un 360 aux grandes dames de mon père, qui dit « Ah, il n'y aura pas d'avocat dans la famille, non, tu vas avoir une travailleuse sociale. » Mon père n'était pas content, mais j'ai dit ben, « C'est là que je veux aider. » Et c'est là que j'ai commencé à l'implication. Nous, on pousse beaucoup aussi dans le bénévolat. Une des choses ici, c'est implique-toi, fais du bénévolat. C'est important, le bénévolat au Canada. On le répète à chaque fois. Et ça, c'est une des choses que moi, j'étais impliquée, que je force beaucoup les gens. J'ai dit, ben, venez à la FIO pour faire du bénévolat. C'est presque comme une expérience de travail. C'est comme ça que vous apprenez à rentrer sur le marché du travail. Donc, implication. Et puis,
Tu sais, j'ai roulé ma bosse. J'étais à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Après, je suis revenue ici. Puis, moi, c'était, je viens ici étudier. Puis, après mon bac, je rentre chez nous. Je n'étais pas supposée rester ici. Et puis, les choses ont fait. J'ai rencontré quelqu'un. Et puis, l'amour a fait que je suis restée. J'ai eu mon enfant. Puis, aujourd'hui, chaque jour que je me lève, surtout en janvier, je suis comme, ça c'est mon dernier hiver, là, je rentre chez moi. Mais après, je suis encore là, ça fait 23 ans. Puis c'est dans l'implication et aider mon prochain. C'est ça que je suis passée par la FIO pour m'impliquer pour les projets, parce que j'aimais la mission. C'était du bénévolat, et puis après, c'est devenu un emploi. J'ai dit, OK, je veux travailler ici, parce que je travaillais au CISO. J'ai travaillé au CISO à la DPG pendant 10 ans. Mais après, j'ai dit, OK, peut-être que je suis prête à laisser ça parce que je veux m'impliquer à la FIO, parce que la mission, elle est formidable. Fait que, puis, moi, c'est vraiment axé, je suis axée sur l'humain. C'est ça que j'aime faire. À la ville, j'ai été coordinatrice pendant 4 ans à la ville pour le mois de l'histoire des Noirs. Donc, j'organisais les activités à chaque fois pour le mois de l'histoire des Noirs. Puis, j'aimais voir tous les spectacles et tout ça. Donc, je suis travailleuse sociale, mais je suis en événementiel aussi. Donc, et comme j'ai dit, Gatineau, c'est un coup de cœur pour moi. C'est une ville que j'adore. J'ai eu le mérite citoyen en 2021 pour mon implication. Tout prend son sens quand tu dis ça prend un village pour élever un enfant. Mais ici, ça prend le village de l'organisme communautaire pour intégrer une personne immigrante. Moi, c'est comme ça que j'ai dit, on est une grande famille. Presque tous les organismes communautaires se connaissent, on travaille hyper bien ensemble. C'est ici, à Gatineau, où tu peux voir la mairesse et dire, hey, moi, j'ai besoin de ça. Ou je peux voir le directeur de la police pour lui dire, hey, Simon, s'il te plaît, moi, j'ai besoin de ça. Puis il va te répondre comme si de rien n'était. Notre directrice, c'est la directrice, mais quand tu rentres, les gens, ils savent même pas que c'est la directrice. Elle va rire, elle va truquer. Puis là, les gens disent, ah oui, finalement, c'est la directrice de la FIO. Les gens sont comme, parce que il y a c'est comme une grosse famille. Puis c'est ça qui fait la beauté de Gatineau. Fait que moi, je me demande si je vais peut-être pas terminer mes jours à Gatineau, là, mais pour moi, c'était ça mon parcours. Puis j'ai l'impression d'avoir, parmi toutes les villes que j'ai visitées, j'ai été à Ottawa, j'étais à Montréal, j'ai dit, OK, Gatineau, c'est peut-être là que, je vais ancrer, parce que je n'ai pas encore jeté l'encre, ça je suis, mais pour moi, c'est là peut-être que je vais parquer mon auto, là, et puis je vais rester là pendant. Je ne sais pas qui veut parler. On y va avec toi, Marianne. Donc moi, pour mon cas, je suis arrivée au Québec en tant qu'étudiante. Donc je viens d'une famille comme de 6 enfants. Puis je suis arrivée avec mon frère. J'avais déjà ma sœur qui était là pour des études. Je suis arrivée à Sherbrooke. Puis moi, j'ai fait des études en sciences politiques, relations internationales. Je n'avais pas choisi ce programme. Je ne l'ai pas fait parce que je le voulais. Mais il y avait cette idée-là que je voulais juste voyager, comme sortir du Sénégal, aller dans un autre pays que je ne connais pas. Fait que je me suis dit, OK, comme j'ai eu mon admission pour ce programme, je vais quand même y aller. Ça va me permettre de changer d'idée, de découvrir un autre pays. Donc là, au final, j'ai aimé ce programme-là en sciences politiques. Puis j'étais à Sherbrooke, j'ai fait mes études là-bas, j'ai travaillé là-bas, mais juste vraiment des emplois d'étudiants que j'ai eu à faire là-bas. Par la suite, j'ai décidé de rentrer au Sénégal. J'ai vraiment fait 1 an où je me suis dit, OK, je vais rester au Sénégal. Puis, mais avant ça, j'avais fait une demande pour avoir la résidence. Fait que moi, mon plan comme Aïcha, c'était de retourner au Sénégal puis de rester là-bas. Puis finalement, quand j'ai eu ma résidence, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais revenir. Puis vu qu'il y avait ma sœur à Gatineau, j'ai décidé de venir à Gatineau ici. Mais j'avais encore en tête cette idée-là de rentrer au Sénégal. Puis l'amour a fait aussi que je suis restée. J'ai rencontré mon mari qui, comme par hasard, était aux États-Unis et est venu au Canada pour étudier. Fait qu'on s'est rencontrés ici, puis je me suis mariée, puis je suis restée à Gatineau. Puis la FIO, c'est par l'entremise de ma sœur que j'ai connu la FIO. C'est elle qui m'a parlé de la FIO parce qu'elle voulait... Elle aussi, elle a fait des études en sciences politiques. Puis elle voulait comme travailler à la FIO, mais elle n'a pas pu avoir un poste là-bas. Fait que moi, j'ai commencé par un stage. Puis par après, je suis restée comme chargée de projet. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aime. C'est vraiment comme...
parce que je me retrouve comme... C'est comme Aïcha l'a dit, on est comme dans une famille. Puis quand on reçoit les immigrants, tu sais ce qu'ils vivent parce que tu es déjà passé par là. Donc, c'est facile pour toi de leur parler, c'est facile pour toi de les guider, de leur dire quoi faire. C'est vraiment facile de les comprendre. C'est ça. Donc, je me retrouve facilement dans la mission de la FIO. Puis, c'est vraiment pour ça que je suis restée. Vous me donnez le goût à moi aussi d'aller travailler à la FIO. Toi, Célestine, as-tu le goût de nous raconter ton parcours migratoire? Bon. Alors moi aussi, comme Aïcha et Marianne, je suis venue ici pour les études. Je suis venue en tant qu'étudiante et moi, je voulais faire les techniques d'éducation, technique d'éducation à l'enfance, là, ouais, pour travailler à la garderie et tout. C'est ce que je prévoyais de faire. Mais quand je suis arrivée au collège, ils ont changé de programme, ce qui s'est fait que je me suis retrouvée en technique de travail social. Mais je suis partie de chez moi. Je viens de la République démocratique du Congo. J'ai quitté la République démocratique du Congo parce que, voilà, c'était pour les études. Et moi, mes études, c'est vraiment comme l'élément central de ma vie. Et j'ai toujours aimé ça, étudier. Et puis ma mère m'a toujours encouragée là-dessus, vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, c'est fait que, avant de venir ici, donc j'ai connu cette perte-là de ma mère. Ma mère, elle est partie en 2022. Et ça fait que j'avais vraiment besoin de quitter le Congo, là. Et puis moi aussi, le Congo, c'est un pays que j'aime énormément, mais moi aussi, j'étais curieuse de découvrir aussi ce qui se passe ailleurs, en fait. Et j'étais pas fan de la France, je suis pas fan de la France, là. Moi, c'était pas que je vais aller en France. Moi, je me voyais plus aller, je sais pas moi, au Japon, aller en Irlande ou au Canada. En tout cas, c'était comme les pays où je me voyais pouvoir aller en dehors de la République démocratique du Congo. Et puis, il s'est fait que ma cousine, qui est pratiquement ma deuxième mère, elle était déjà ici au Québec avec son conjoint et sa fille. Donc, elle m'a proposé au fait de venir ici. Comme elle sait que j'aime étudier, elle a dit que je pourrais faire des bonnes études ici. Et puis, comme j'avais aussi vraiment cette envie-là, comme avec la perte de ma mère, j'étais vraiment déboussolée. J'avais vraiment envie de changer d'espace. J'avais besoin de quitter le Congo aussi pour connaître autre chose ailleurs. Alors, on a fait des démarches. Je suis arrivée ici au Québec, à Gatineau. Moi, je ne vais pas dire vraiment que j'ai connu de choc culturel ou peut-être que je n'ai pas fait attention, mais je dois quand même préciser qu'au niveau de la langue, là, le français, c'est quelque chose qui nous attrape tous. Là, j'étais vraiment perturbée. Au début, je ne comprenais pas. Il fallait vraiment que je me concentre doublement pour comprendre ce qu'on m'a dit et tout. J'avais même peur avant de commencer les études. Je me disais, est-ce que je vais réussir à l'école? Est-ce que je vais bien comprendre les enseignants? Tout ça m'inquiétait vraiment beaucoup. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est au fait quand je travaillais à la garderie, donc j'étais en interaction avec les autres éducatrices, avec les parents des enfants, et puis les faits aussi d'aller à la messe, d'écouter les gens, les faits aussi de parler avec, il y avait un de nos voisins là, tous les voisins au Canada ou au Québec ne sont pas qu'à la maison. Là, il y a un de nos voisins qui a eu une petite chienne avec qui je parlais souvent et tout ça, et donc ça fait vraiment que ça m'a aidée pour que je puisse pour que ces chocs-là ne puissent pas perdurer. C'était vraiment quelque chose de temporaire. Et après, j'ai juste fait doublement d'efforts pour bien comprendre. Et quand j'ai commencé les cours, ça allait bien, en tout cas, Dieu merci. Les enseignants, vraiment, ils font de leur mieux pour parler lentement, pour nous parler vraiment pas avec trop d'expressions québécoises, pour vraiment qu'on comprenne. Ce sont vraiment des personnes merveilleuses. De ce côté-là, je les remercie chaque jour. Et puis, avec le temps aussi, le fait de fréquenter les collèges, d'entendre d'autres étudiants qui sont québécois ou québécoises ou d'autres personnes qui sont là depuis longtemps. Et puis, la vie de chaque jour, ça permet que vraiment, aujourd'hui, avec la langue, c'est pas que je comprends à 100%, mais
ça va, c'est plus vraiment un problème pour moi, je m'en sors super bien. Et puis là, je continue mes études en technique de travail social au Collège universel, un programme que moi, je me dis qui m'a choisi, parce que moi, je voulais éducation à l'enfance, mais après, il fallait que je change de programme. Et puis, j'ai dit, je vais aller en technique de travail social, parce que c'est comme quelque chose qui m'appelait peut-être depuis même les pays, parce que moi, j'ai toujours comme été focalisée sur des filles qui ont des enfants, qui ont eu des enfants très tôt et qui sont vraiment pointées du doigt dans plusieurs de nos pays africains, qui sont considérées comme des personnes qui ont raté leur vie, comme des filles qui n'ont plus de rêves à accomplir plus tard dans la vie. Pourtant, le fait d'avoir un enfant, ça ne met pas fin à ta vie. Tu peux toujours retourner à l'école et tout, mais comme elles sont stigmatisées, elles sont pointées du doigt, c'est vraiment, ça prend beaucoup, ça prend de personnes qui vont être là pour les encourager, pour qu'ils puissent retourner à l'école. Il y a des personnes qui le font déjà. Il y a beaucoup d'organismes non gouvernementaux qui travaillent avec ces filles-là pour les encourager à retourner à l'école ou du moins à suivre une formation pour pouvoir se reprendre en main. Moi, je trouve ça beau et je me suis dit que moi aussi, je peux, à travers ma formation en technique de travail social, je peux aussi être une personne qui accompagne ces filles-là pour qu'elles puissent comme, se reprendre en main, qu'elles puissent remettre la lumière sur tout ce qu'elles possèdent comme capacité, force en elles, qu'elles puissent réveiller leurs rêves, qu'elles puissent aller de l'avant, qu'elles reprennent leur vie en main, qu'elles se battent pour arriver à avoir leur autonomie, à avoir leur vie rêvée, et que c'est possible. Donc, c'est vraiment... Ça fait vraiment qu'il y a cette je peux dire cette vocation-là en moi là, qui a fait que ça se rencontre avec les travails sociaux et puis... je vais aller jusqu'au bout dans ma formation pour arriver un jour à aller aussi porter main forte à tout ce qu'on fait là avec toutes les femmes. Là. Moi, je trouve que, comme Aïcha l'a dit tantôt, là, quand on met la femme au centre de tout, il y a vraiment de fortes chances pour que les choses aillent vraiment de mieux en mieux. Parce que c'est la femme qui porte, au fait, le monde, moi, je trouve. Ouais. Oui. En terminant, c'est ça. Donc, il y a votre programme de jumelage interculturel parce que là, on entend parler de la FIO, on a le goût là, de s'impliquer, comment on peut le faire, comment on peut faire du bénévolat. Là, j'imagine que ça, c'est une des manières là, qu'on peut le faire. Fait que peut-être qu'on peut terminer avec ce magnifique programme ou toute autre chose que vous souhaitez nous laisser savoir là, avant qu'on termine la rencontre. Donc, parlons du programme de jumelage interculturel. Oui, donc le jumelage interculturel, comme son nom l'indique, c'est vraiment l'objectif, c'est de jumeler une personne immigrante, ça peut être un homme ou une femme, à une autre personne de la société d'accueil. Donc, ce qu'on veut faire, nous, c'est vraiment pour que la personne de la société d'accueil, le Québécois, le Canadien, accompagne cette personne-là, cet immigrant-là, peut-être dans des choses basiques comme pour lui expliquer comment fonctionne le système ici, comment est-ce qu'on fait l'épicerie, des choses basiques, vraiment partager avoir des loisirs, partager leur expérience, c'est ça. Puis nous, à la FIO aussi, on va les accompagner parce qu'on prépare des activités pour ces gens-là. Comme là, on va en avoir un le 3 mai qui s'en vient. Mais là, on a déjà un groupe. C'est juste pour vous donner un exemple. On a une activité de fabrication de bougies. Donc là, ça va leur permettre de socialiser, d'avoir une rencontre avec leurs jumelles. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose qu'on a peut-être jamais fait. Moi, en tant qu'immigrante, je sais que je ne l'ai jamais fait. Ce n'est pas quelque chose que j'aurais fait dans mon pays. Ça ne fait pas partie de notre culture de faire ces genres de choses. Donc ça va permettre vraiment à la femme immigrante, à cette personne-là, d'apprendre quelque chose, mais aussi de découvrir à la personne de la société d'accueil, de pouvoir discuter avec cette femme immigrante-là. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est vraiment comme vous inviter, parce qu'on a plusieurs sessions. On a une session qui va commencer au mois de juillet. Donc, on va recruter des gens qui aimeraient participer à ce programme-là.
Puis c'est gratuit. Le programme n'est pas rémunéré, mais nos activités sont gratuites. Donc, si ça vous intéresserait de participer, ça nous ferait plaisir. On peut aller chercher là, les informations parce que pour ceux que ça a piqué la curiosité, est-ce qu'ils vont dans le site Internet de la FIO? Comment on fait là, pour s'inscrire et avoir les séances d'information puis être à l'affût, à jour là, du fonctionnement, du recrutement? Oui, donc toutes les informations sont sur notre site Internet, mais également on fait des partages sur nos réseaux sociaux. Donc, puis nous aussi, on va envoyer les informations à travers notre infolettre. Donc, vous pouvez vous inscrire, puis vous allez recevoir toutes les informations là-bas. On peut vous les envoyer par courriel. Mais si vous allez sur notre site afio.ca, vous aurez tous les détails de comment s'inscrire. Est-ce que vous avez des questions, les gens du public? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez savoir qui n'a pas été couvert? Votre local principal, c'est où? Votre QG, en quelque sorte? Donc, nous, on est sur la rue Wright. Donc, c'est vraiment juste proche de la maison du citoyen, au 109, à l'unité 9. Donc, j'ai l'impression là, qu'il n'y a pas d'autres questions, non? Bien, je vous remercie tout le monde de vous être déplacés ce soir pour être revenu écouter notre balado là, sur la FIO. Merci Célestine d'avoir organisé cette rencontre qui est vraiment une réussite. Merci beaucoup Aïcha et Marianne de vous être déplacés le soir après une journée de travail chargée. C'est très apprécié, puis c'est une belle rencontre entre le DEP et la FIO. Puis à travers le groupe de francisation, le programme de jumelage interculturel. J'espère qu'on va continuer de tisser des amitiés entre les deux organismes parce qu'on a un magnifique milieu d'intégration sociale ici, parce que là, on élargit la famille en incluant le DEP. Il y a plein d'occasions de bénévolat puis d'intégration, de francisation. Alors, 1000 fois merci d'avoir accepté, puis j'espère qu'on va avoir l'occasion de se voir encore dans un avenir rapproché. Merci beaucoup.